Et ce qui frappe immédiatement, c'est qu'il y a quelque chose qui manque dans votre titre. C'est ce concept assez controversé en Flandre avant l'apparition du livre. Pourquoi ça? Oui, le mot canon, en effet, n'a pas été repris. Il n'y a pas de canon dans le titre. Je voudrais d'ailleurs préciser tout de suite que les décisions importantes, je ne les ai jamais prises tout seul. J'ai toujours travaillé en concertation avec la Commission et en particulier par l'intermédiaire de son président, le professeur Riera, avec qui je me suis d'ailleurs parfaitement entendu. Et nous avons collaboré de façon excessivement proche. Pourquoi est-ce que je n'ai pas repris ce mot canon? Pour deux raisons. La première, c'est que, comme l'a d'ailleurs dit Tineke Beekman tout à l'heure, le mot canon en irlandais a une autre acception qu'en français. Il a en effet une signification beaucoup plus large. Il n'a pas tout à fait disparu non plus du texte, puisque dans l'avant-propos, il est fait allusion au titre original, et j'explique alors pourquoi on utilise le mot canon en irlandais. Je donne aussi la définition qu'en a donnée la Commission, c'est-à-dire une sélection de faits qui font référence dans un domaine donné. Donc c'est une définition assez large. En irlandais, en français, pardon, si vous ouvrez un dictionnaire, type Larousse ou Robert, on trouve modèle idéal auquel il convient de se conformer. Et donc la directive est beaucoup plus forte en français. Par ailleurs, il y a évidemment aussi le fait qu'en irlandais, il n'y a pas d'homonymie. Het canon et le canon sont deux mots différents. L'orthographe est différente, le genre est différent, etc. En français, la pièce d'artillerie est présente. D'ailleurs, on trouve aussi en français l'expression d'une personne qui est jolie, qui est agréable à regarder. Je dis d'une personne qui ne va pas vexer les dames. On parle d'un canon. Et ça vient évidemment de la première acception du mot, qui est d'ailleurs due à un grec, le sculpteur Polyclès, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui écrit un canon, qui sont les règles idéales, les proportions idéales du corps humain pour la sculpture. Il faut encore ajouter que dans certaines régions françaises, le mot canon renvoie à un verre de vin. Et que si vous allez sur Internet et que vous mettez canon de la France, vous allez trouver une organisation qui s'occupe de banquets où on déguste des grands crus classés. Toutes ces raisons ont fait que nous avons opté pour la fenêtre, qui figure d'ailleurs aussi, il faut le préciser, dans le titre original, puisque c'est The Canon von Lang et Fences. Et je crois que la fenêtre, c'est une ouverture, c'est un bras tendu, c'est de l'oxygène, c'est de la transparence. C'est en fait une acception qui invite aussi à la lecture et à la découverte. Vous avez très bien fait, cher Guy. Donc, c'était une belle ruse. Et pourquoi ce titre que vous avez choisi pour ce entretien, ruse et espièglerie? Oui, les ruses et les espiègleries font d'abord allusion à deux fenêtres. L'une consacrée à Reinhard Voss, l'autre consacrée à la francophonie où intervient Charles Koster et Tel Ehrenspiegel. Donc, j'ai utilisé ces deux mots, ruse et espièglerie, pour renvoyer à ces fenêtres et pour faire remarquer qu'en ce qui concerne Reinhard Voss, le mot renard en français provient précisément du personnage. De même que le mot espiègle vient du personnage Il espiègle. Ce sont deux mots qui proviennent de l'allemand, qui ont ensuite transité vers le néerlandais et qui ont eu une acception tout à fait régulière. C'est bien le renard qui a en fait évincé le goupil, qui venait du vulpus latin, et espiègle est un mot qui est également utilisé. Et j'ai à chaque fois ajouté dans le texte ces remarques que Reinhard a donné renard en français et que l'espiègle est un mot qui a donné espiègle en français. Maintenant, pourquoi ruse et espièglerie? Je crois que la traduction demande des ruses et qu'il y a quelque chose d'un peu facétieux dans la traduction, quelque chose de ludique qui est voisin de l'espièglerie. En fait, je pense aussi à un certain marivaudage ou à cette pièce de Molière, Don Juan, où Don Juan doit séduire deux femmes en même temps. Et il prétend à l'une comme à l'autre qu'elle est l'unique. Je crois que le traducteur doit faire la même chose. Il doit aller vers la langue de départ, vers le néerlandais, de je te jure, je te fidélité, je dirais exactement ce qu'il dit là. Puis il doit aller l'épouse. 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 Oui, je ne sais pas si
c'est l'époux. Je dirais plutôt que c'est une situation polyamoureuse. Et dans la réalité, c'est... Il y a épouse et maîtresse. Oui, mais je ne crois pas qu'il y a épouse et maîtresse. Je crois qu'il y a deux femmes, qui peuvent être deux hommes si on est traductrice, pour les d'un idiome et d'une langue d'ailleurs, et qu'il s'agit d'être dévoué aux deux. Je crois que les situations polyamoureuses dans la réalité sont très compliquées et sont vouées à l'échec, mais je crois qu'en traduction, c'est même indispensable. Je vous donne un exemple, j'en ai deux, trois ici. Je prends un exemple qui est à la fin de la description, c'est une des fenêtres qui est consacrée au peintre Rubens, et à la fin de la description de l'adoration des mages, il y a une phrase en irlandais qui est ook de aanwezigheid van exotisch uitgedoste figuren valt op. Donc la phrase commence avec ook, ce qui n'est déjà plus possible en français, puisque aussi deviendrait à ce moment-là une conjonction de conséquence, et n'a plus rien à voir avec une comparaison. Donc il faut chercher ailleurs. Si on fait traduire par un outil automatique type L, etc., on trouvera une phrase du type la présence de personnages habillés de façon exotique frappe également. Je trouve que l'atterrissage avec également est un peu lourd. Moi, j'en ai fait autre chose. Il faut remarquer aussi que le nœud de la phrase est en fait un sujet et un verbe. C'est ça la phrase. En français, j'en ai fait les vêtements chamarrés des personnages ajoutent une touche exotique. Et donc, on s'est éloigné du texte néerlandais, mais on a embrassé le français, ce qui fait que la phrase est beaucoup plus claire pour le lecteur. Et on a une phrase qui est typiquement française, non plus comme en irlandais avec un nœud qui est sujet-verbe, mais on a les personnages, les vêtements chamarrés ajoutent une touche, on a donc sujet, verbe, objet. C'est la phrase classique en français, Jean mange une pomme, le sujet, le verbe et l'objet. J'ai d'autres exemples si vous voulez, mais je ne pas pour parler d'une escalier par exemple, je pourrais parler de la fenêtre consacrée au Kraaiende Haan. Le Kraaiende Haan, c'est littéralement les coqs chantants. Mais j'ai trouvé que chantant avait quelque chose de bucolique. Et quand je pense à Louis Frank qui a déclaré de façon très ouverte We zijn drie Kraaiende Hanen. Camille Huysmans, encore oui, Louis Frank. Exactement. Et c'est Frank qui a déclaré à un certain moment We zijn drie Kraaiende Hanen die het volk wil wakker maken. Et donc il y a un côté combatif. Moi j'ai pensé au coq hardi, qui est également une expression en français, et j'en ai fait les trois coqs hardis, là aussi en concertation avec la commission, parce qu'évidemment le coq hardi c'est ici le drapeau de la Wallonie, et qu'il y a quelque chose de drôle là-dedans. Et je suppose qu'en Wallonie il y a aussi des lions rugissants, et que donc on peut faire ce genre de choses. Mais je vois là une sorte d'esprit. Des coqs en Flandre et des lions en Wallonie. Voilà, mais ce sont les trois députés qui se sont eux-mêmes déclarés coqs. Vous avez entre-temps remarqué que ce professeur émérite de français à l'université de Gand est gantois, flamand francophone et parfaitement bilingue, donc le traducteur qu'il fallait pour ce livre. Mais cela dit, Guy, il y a quand même toujours dans chaque traduction des mots, des concepts difficilement traduisibles. Quel était votre défi dans cet ouvrage? Oui, je pense à, pour dire un exemple, une fenêtre Roesting. Ah, Roesting, c'est un bon exemple d'ailleurs. Roesting. J'ai d'abord dit quelque chose à propos de ce qui n'est pas difficile à traduire. Il y a des tas de livres philosophiques là-dessus. Derrida a fait une différence entre l'intraduisible et l'intraductible. Barbara Cassin a écrit un dictionnaire des intraduisibles. Elle dit d'ailleurs que ce qui est intraduisible, c'est ce qu'on cesse de traduire. Et il faut dire qu'il y a différents niveaux dans la difficulté et dans l'impossibilité de traduire. Le mot Roesting est un bon exemple parce que là, il s'agit d'une connotation. Et que donc, c'est comme gezellig, qui est un mot qui est très souvent utilisé par ceux qui disent ja, dat is onvertaalbaar, gezellig, je n'ai pas moyen de traduire ça. Alors on voit qu'évidemment, dans n'importe quel livre de fiction, en littérature ou n'importe quel texte ordinaire, il y a moyen de traduire gezellig, par agréable, par charmant, par chouette, etc. Convivial. Oui, exactement. Mais chaque fois, le traducteur aura peut-être l'impression de perdre quelque chose, mais il compensera ailleurs, etc. Donc, ce qui est intraduisible est relatif, mais c'est vrai qu'il manque quelque chose.
Ici, pour Roosting, en fait, je n'étais pas confronté à ces difficultés, pour la bonne et simple raison qu'ici, Roosting était l'objet même du texte, donc je ne pouvais pas l'occulter, évidemment. Et c'est assez récurrent dans tout le canon van Vlaanderen, il y a énormément de mots qui sont cités, je pense à Wiskunde chez Simon Steven, par exemple, ou Aardrijkskunde, ou Rémy, à la Schekende, où j'ai dû traduire. Mais ici, c'était une fenêtre, Roosting, qui était consacrée aux Néerlandais, qui parle de l'ABN et qui parle de la façon, qui parle aussi du Tussentaal, encore un mot. Et de la langue qui nous divise avec les Pays-Bas. C'est ça. Qui parle aussi du Tussentaal, encore un de ces mots. Mais j'ai dû garder ces mots, puisqu'il s'agissait bien, c'était les Flamands qui avaient élu le mot Roosting comme le plus beau mot de la langue flamande, néerlandaise, et donc il fallait garder le mot Roosting. Simplement, à ce moment-là, le traducteur doit faire preuve d'une certaine créativité, et donc j'ai ajouté au titre, en anglais il y a simplement Roosting, en français il y aura Roosting entre guillemets et en italique, avec à côté les mots qui parlent. Parce qu'il me semble que ce mot Roosting parle dans le sens qu'il dit quelque chose, mais aussi, comme dans le verbe parler, ça me parle, c'est-à-dire ça me plaît, c'est intriguant, et donc on ajoute cela. Il y a d'autres mots, hein, il y a de Nederlanden, de Laarlanden, la différence entre Nederland et Nederlanden, qui en français c'est tous les deux Pays-Bas, donc j'ai dû ajouter souvent anciens Pays-Bas pour préciser qu'il s'agissait des Nederlanden. Parfois il y a moyen évidemment d'ajouter un adjectif, les Pays-Bas espagnols, les Pays-Bas autrichiens, etc. Mais donc là aussi il fallait Tussentaal idem, j'ai dû garder le mot, mais j'explique alors entre parenthèses. Langue intermédiaire voilà, entre les deux. Voilà. Et de Laarlanden? De Laarlanden, c'est aussi un concept compliqué. J'explique aussi bien de Nederland et de Laarlanden dans l'avant-propos qui s'y prêtait. J'ai traduit systématiquement par les plats pays, en mettant une majuscule à plat pays, parce que c'est un concept qui renvoie à une ère géographique qui est plus ou moins le Benelux actuel, le nord de la France où il y a la forme française, et même une région dans la basse Rhénanie. Mais donc il s'est expliqué dans le texte que Laarlanden, ça vient des plats pays. Donc, il y a vraiment des caractéristiques inhérentes à ce type de texte qui influencent la manière de traduire, parce que c'est un texte où l'information est primordiale, l'aspect didactique, si vous voulez, mais ce n'est pas de la fiction, non, comme vous avez dit. Ça va être un texte extrêmement transparent. Le style, par exemple, doit viser à cette transparence. Il y a un autre élément qui est très important et qui peut aider le traducteur ici, c'est que ce n'est pas un livre de fiction, et que donc on peut puiser dans la réalité un certain nombre de données et qui aident à traduire. Je l'ai fait assez souvent. Par exemple, pour les Oostvaardersgedichten, j'ai précisé à chaque fois qu'il y avait une châtelaine, qu'il y avait un château, etc. Donc j'ai ajouté un certain nombre d'éléments dans la phrase. La même chose pour l'histoire du Congolais Paul Panda-Farnona, où il y a aussi une... C'est un personnage que personne ne connaissait. Non, exactement, c'est une découverte, mais on peut trouver sur Internet plein d'informations, et on trouve aussi un certain nombre d'informations qui permettent, je ne vais pas entrer ici dans les détails, donner des exemples concrets, mais qui permettent d'ajouter un détail qui aide à traduire. Pour parler encore une fois de la structure du livre, donc fenêtre, la métaphore visuelle, la fenêtre ouvre sur une réalité en la cadrant. En même temps, il y a alors un thème, il y a en néerlandais dans la version originale des points focaux, focus. Vous avez traduit ça avec à propos. Oui, c'était un des textes, ce qu'on appelle en traductologie, les péritextes sont extrêmement importants. Donc il y a toute une organisation du texte avec à chaque fois ce qu'on appelle un blikvang, encore un de ces mots. Oui, vous avez traduit ça comment? Quelque chose qui captive le regard. Oui, c'est ça. C'est typiquement néerlandais aussi, hein, ces mots composés, blikvang, comme dobbelsteen, etc. Tous ces mots composés sont parfois compliqués à traduire. Blikvang n'était pas facile non plus. J'ai traduit par accroche, qui est un mot un peu publicitaire. C'est d'ailleurs extrêmement bien fait dans le texte, c'est-à-dire qu'au lieu de donner à chaque fois une thématique, par exemple le Congo belge, on parle de ce personnage qu'on ne connaissait pas. C'est vraiment une accroche. C'est-à-dire, on dit, tiens, c'est qui ça? Et alors, on voit qu'il y a derrière cela toute une thématique. Et à propos? Et à propos est un terme que j'ai trouvé dans énormément de sites internet,
dès qu'il y a une thématique et qu'on la développe, qu'on l'approfondit un peu, on parle d'à propos, des à propos, un à propos de ce qui est relaté dans la thématique principale et ce qui est approfondi. Et donc il y a chaque fois 2 rubriques à propos dans chaque fenêtre. Il y a d'autres choses, hein, par exemple, Vroegmoderne tijden. La découpe chronologique en irlandais est un peu différente de celle qui est classique en français. En français, il y a en fait l'Antiquité, le Moyen-Âge, il y a l'époque moderne qui commence en 1492, la découverte de l'Amérique, et qui se termine par la Révolution française de 1689. Et à partir de 1789, on est dans l'époque, tenez-vous bien, contemporaine. C'est une façon étrange de regarder la oui, contemporanéité. Oui, pour la France, évidemment, cette Révolution française introduit la contemporanéité. Mais donc il fallait trouver un équivalent pour ce Vroegmoderne tijden, parce que j'ai gardé la chronologie telle qu'elle était dans le cadre. Et j'ai hésité un peu, j'avais d'abord le début des temps modernes, mais je trouvais que ça n'était pas fameux, et on a fait les premiers temps modernes, et ensuite les temps modernes. Ah, ok. On a parlé déjà, c'est ce qui frappe dans votre traduction, c'est que vous avez ajouté un certain nombre d'éléments pour mieux expliquer le monde, un concept pour davantage interpeller un public francophone, français. Oui. Vous pouvez en donner encore quelques exemples? Oui, en fait, ces ajouts sont souvent des explicitations ou des explications. Et en fait, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est qu'on est face à des termes qui sont des termes néerlandais. Donc il faut les expliquer, donc il faut ajouter quelque chose. S'il y a Abdelkrim, par exemple, qui est le titre de la toile de Bosch, elle est traduite par Margot la Folle. J'explique aussi que Grit vient de Marguerite et que ça indique une femme, etc. Donc il y a très souvent des ajouts qui sont liés. Ritus lit, je dis que c'est une élégie, le mot ne figure pas dans le texte original. Donc je donne une explication. Et en même temps, donc ça c'est en fait des éléments qui sont dus à la langue de départ qu'il faut expliciter, mais j'ai aussi tenu compte de la réalité francophone et française. Par exemple, il y a des tas d'exemples. Hein. Il y a la fenêtre très intéressante aussi d'ailleurs sur l'ouvrage écrit par Willem van Rubroek sur la Mongolie. Et en irlandais, on parle, hij deed dat in opdracht van de Franse koning. Mais ce Franse koning, c'est Saint-Louis. Et donc, je trouvais tout à fait logique de citer. Comment ne pas la nommer? Voilà, exactement. J'ai fait la même chose pour encore une gantoise d'ailleurs, Suzanne Orenbout, qui est une femme peintre, qui a eu une carrière extraordinaire, dû de racheter une toile Le Sauveur qu'elle a faite, et qui s'est fixée et qui s'est installée en Angleterre. Mais elle a été entièrement à la cour du roi, et là aussi, dans le texte irlandais, Van der Engelse Koning. Quel roi? Henri VIII. Et donc j'ai cité Henri VIII. Il y a d'autres exemples hein, qui sont aussi liés à l'utilisation de certains mots en France. Par exemple, le Holocaust, j'ai ajouté le mot Shoah, qui est plus courant en France depuis la connotation de Holocauste en français est... la communauté juive en France trouve que Holocaust renvoie effectivement à un holocauste, le mot existe en français évidemment, mais renvoie à des sacrifices d'animaux, et que depuis le film de Landsman, on utilise le mot Shoah, donc j'ai ajouté Shoah. J'ai fait la même chose pour de Fransmans, qui étaient ces flamands qui allaient avec les betteraves en France. De ma province, la Flandre occidentale. Oui, donc j'explique Fransman, les hommes de France, littéralement, mais j'ajoute aussi le mot qui était utilisé par les Français qui désignaient les flamands comme des trimards. Et donc j'ai ajouté ce mot-là aussi. Donc ce sont des ajouts qui tiennent compte à la fois de la langue de départ où il s'agit d'expliciter certaines difficultés et de tenir compte du public français ou francophone en ajoutant un certain nombre de choses. Vous voyez que ce traducteur est rusé et spirituel. En guise de conclusion, cher Guy, le traducteur est toujours un passeur de culture, mais c'est aussi le meilleur lecteur de l'ouvrage. Qu'est-ce que vous avez appris sur la Flandre? C'est aussi votre Flandre, en traduisant ce livre. J'ai appris énormément de choses. C'est quelque chose qui vous a vraiment surpris. Oui, mais qui m'a vraiment surpris. Là, je peux pas dire que j'ai été surpris par quelque chose. Sauf que il
y a des personnages dont j'ignorais l'existence, entre autres ce Congolais dont j'ai parlé tout à l'heure, mais même aussi Isara Vandis, par exemple, qui est la première femme médecin. Elle a un itinéraire tout à fait exceptionnel et passionnant. Il y a le rôle joué par Ferdinand Peters dans la pilule contraceptive. J'ignorais cela complètement. Ça, c'est une fenêtre. La pilule. La pilule, exactement. Donc il y a des choses que j'ai apprises et qui m'ont réjoui énormément. D'un autre côté, j'ai été aussi conforté dans ma façon de concevoir les communautés humaines, les nations, même les États-nations, comme des constructions de hasard. La Flandre est aussi une construction, comme on dit souvent que la Belgique est une construction, artificielle peut-être, mais la Flandre est aussi une construction qui aurait pu être différente, qui aurait pu, je ne sais pas, pourquoi est-ce que le Limbourg, par exemple, il y a un Limbourg en Hollande ou dans les Pays-Bas, il y en a un chez nous, pourquoi est-ce que le Luxembourg est un grand-duché, enfin, tout ça sont des éléments qui font penser au fait, comme l'a dit d'ailleurs justement Ténéke Beckmann, il n'y a pas de téléologie qui mène à un lieu précis. C'est un peu le hasard dû à des conflits. Peut-être la contingence. Oui. Un concept plus précis. J'ai dû penser aussi à Kamel Daoud qui a eu le Goncourt il y a peu de temps et qui a déclaré la semaine dernière dans une interview qu'à ceux qui s'emmurent dans une langue pour s'identifier, j'oppose les deux langues. Et j'ai eu ce même sentiment. Moi, je suis amoureux du néerlandais, je suis amoureux du français, et ça mène à une certaine universalité. Ça m'a fait penser d'ailleurs à la philosophe Simone Weil, qui a écrit un livre qui s'appelle Enracinement, et elle dit que l'enracinement est stérile s'il mène pas à l'universel. Et je trouve que dans ces fenêtres, on peut aller vers l'universel. Je partage au moins votre polyamorie linguistique. Merci beaucoup, cher Guy, pour cet entretien. Merci pour la traduction. Grâce à vous,